voici que commencent les choses sérieuses. Tout d'abord... Oui, c'est qui ça? Eh ben, c'est Méphisto, voilà. Voilà, et ensuite, nous entrons maintenant dans les sujets de mystère qui étaient parmi les plus marquants. Enfin, ceux qui ont traumatisé toute une génération, si vous connaissiez l'émission. Ceux qui nous ont fait nous accroupir derrière le canapé en quelque sorte. Parce que nous nous rapprochons des abysses, et donc des histoires les plus perturbantes visuellement. Ainsi, La maison qui saigne. Reportage complètement culte s'il en est, pour une raison très simple, c'était le premier sujet de la première émission. Nous étions donc nombreux à l'avoir vu, à l'époque. Cette maison se situait à Saint-Quentin. En septembre 1986, la maison était occupée par Lucie et Jean-Marc Bellemare. Jean-Marc est parti tôt pour travailler, sa femme Lucie se lève et tiens, surprise, il y a des petites taches de sang un peu partout chez elle. Mais à sa connaissance, personne ne s'est blessé, pas même le chien. Parce qu'il y aurait une hypothèse comme quoi il aurait pu se blesser à la queue et l'agiter, mais c'était pas du sang de chien. Après analyse, le sang s'est révélé être humain. C'est embêtant. De plus, Lucie, qui ne travaillait pas, entendait souvent des bruits quand elle était seule dans la maison. C'est-à-dire quand son mari partait travailler. Le couple finit par alerter la police. Et on remarque la porte de la cave, où Lucie explique qu'ayant emménagé depuis peu, elle n'est jamais descendue parce qu'elle a peur de cette cave, sans pouvoir se l'expliquer. Sauf qu'il ne voit rien. Et tout ça, la porte se ferme, toute seule. Lucie fait appel à un médium qui cherche quelque chose dans la cave, mais sans trouver de présence. Toutefois, la situation dégénère. Même en semant de la farine par terre, notamment, il est impossible d'y voir des traces de pieds le lendemain matin. Ce qui veut dire que les taches de sang n'ont pas été déposées par un mauvais plaisant. Tout cela effraie de plus en plus le couple, qui déménage au bout de 3 semaines. On en conclut, forcément, que tout ceci devait être l'œuvre d'un poltergeist. Mais que sait-on de la maison qui saigne, aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, il y a eu des rumeurs comme quoi on l'aurait détruite, puis reconstruite à la même place. Mais ces rumeurs se contredisent, donc je ne peux pas dire ce qui s'est vraiment passé. On sait seulement que le couple Bellemare depuis s'est séparé et qu'ils habitent toujours Saint-Quentin, mais chacun de leur côté donc. Quant à la maison, elle serait occupée aujourd'hui, mais il ne s'y serait rien passé. Tiens, aurait-on là l'Amityville français? De mon côté, petite anecdote, quand nous parlions de cette histoire à l'école, l'une de mes camarades assura qu'il s'était passé quelque chose de similaire dans son ancienne école et que l'explication était un peu plus simple. Il y a aussi des petites taches de sang qui réapparaissaient chaque matin pendant plusieurs jours dans son école. Cela avait provoqué une fermeture temporaire, tout le monde était affolé. On criait déjà au poltergeist quand on découvrait que en fait, le responsable était un jeune garçon qui était blessé au doigt, qui vérifiait si sa blessure n'était pas fermée tous les matins, en notant son pansement, puis en constatant que ce n'était pas le cas, il essuyait son pansement contre le mur avant de le remettre. Drôle d'habitude. Et puis vous y pensez comme moi, même pour un hémophile, ça prend plusieurs jours avant de coaguler une blessure. Je pense donc que cette histoire a été déformée. En tous les cas, elle ne peut pas être l'explication pour la maison de sang, donc celle de Saint-Quentin. Les pommes volantes sont aussi un grand classique de mystère. L'une des histoires à laquelle tout le monde pense en repensant à l'émission. Moi, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque parce que c'était la première histoire de poltergeist que je voyais. J'espérais vraiment ne jamais avoir à emménager dans une maison hantée. Toutefois, aujourd'hui, évidemment, je sais, les effets spéciaux doivent vous sembler complètement à la ramasse. Mais voici comment ça se présentait. À Lisieux, dans une maison toute neuve, c'est là que c'est bizarre,
parce que d'habitude c'est pas vraiment le cas pour les poltergeists. Un couple, les Dupré, habitait donc dans cette maison neuve en 1982. Un soir, ils entendent des coups à la porte, alors que le portail dans leur jardin est fermé. Il faut donc traverser le jardin pour frapper à la porte, et quand ils ouvrent, ils ne voient personne. Ils entendent aussi des bruits de vaisselle, puis des bruits de pas au grenier ce soir-là. L'épouse Dupré se met au lit, mais voit que son armoire tremble. Tremble comme s'il y avait quelqu'un dedans. Il est vrai que cette famille traverse un deuil. Est-ce que ça peut les perturber à ce point? Le lendemain matin, la belle-sœur de Mme Dupré, Christiane Marais, lui rend visite, et voyant qu'elle est inquiète, Christiane Marais propose de rester. Et quand elles discutent, elles entendent un bruit violent comme une déflagration. Qu'est-ce qui se passe? Le couple décide d'inviter ses frères et sœurs à dîner. Tout semble normal quand tout d'un coup, on entend toujours cette fameuse armoire dont les portes claquent toutes seules. Ils ont l'idée de la démonter. Problème, elle continue de bouger, même démontée. Les Dupré continuent d'inviter des membres de leur famille, mais cela ne calme pas les manifestations. Eux aussi, ils les entendent, les déflagrations violentes. Mais seuls les adultes ont peur. Bizarrement, pas les enfants. Un guérisseur et exorciste du nom de Michel Royer, qui d'ailleurs était déjà intervenu dans d'autres histoires de mystère, est contacté, mais pour le moment il ne peut pas se déplacer. Un jour, Roger Dupré entend sonner un carillon qu'il a mis au grenier. Le problème, c'est que le carillon en question est au grenier parce qu'il est cassé. Et bien qu'il n'ait plus de mécanisme, le carillon sonne tout seul. Plus étrange, ils avaient aussi entreposé dans leur grenier des cagettes de pommes. Et ces pommes se mettent à tomber toutes seules, plus étonnant encore, à traverser les murs et les portes. Elles peuvent remonter et redescendre toutes seules, et quand on les touche, elles sont chaudes. Ça, je crois que c'est le moment qui a choqué tout le monde. Mais, vu que dans une affaire précédente dont j'ai parlé, celle de Tina Reich, c'était des œufs qui avaient pu traverser la porte d'un frigo, je pense que c'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre avec les poltergeists. Les Dupré s'en vont quelque temps, on le comprend, chez une de leurs sœurs. Là-bas, les phénomènes s'arrêtent. Mais ils reviennent dans cette maison, et un jour leur belle-sœur, qui est là aussi, voit que tout recommence. Un jour dans le couloir, elle aperçoit la silhouette d'un homme. Un homme qu'elle ne peut identifier, mais dont la boucle de ceinture brille beaucoup. Puis il disparaît. Cette famille endeuillée, comme je vous le disais, commence à se demander si c'est la douleur qui leur fait voir des choses pareilles. Au bout de 2 mois, Michel Royer, supplié, finit par se libérer et vient les voir. Dès qu'il arrive chez eux, il ressent effectivement quelque chose de bizarre. On lui montre que dès qu'on s'allonge sur un lit, il bouge violemment. Alors, Michel Royer s'allonge aussi, et là, il n'y a plus rien. Michel dit une prière d'exorcisme contre les fantômes qu'il connaît et qui est son secret. Mais toujours est-il que depuis, donc les Dupré disent qu'ils n'ont plus rien vu et plus rien entendu. Sur le plateau, on débattit du fait que les Dupré avaient dû avoir des hallucinations. Mais d'autres citèrent l'éditeur Camille Flammarion, qui avait été témoin, par exemple, de puits de cailloux brûlantes, ou vu des personnes capables de momifier un steak en quelques instants. Que peut-on dire de tout ça aujourd'hui? Eh bien, en fait, les Dupré ne s'appelaient pas Dupré. Leur nom avait été modifié pour garantir leur anonymat. Subséquemment, et si cette histoire concerne des anonymes, je sentais qu'elle était difficile à retrouver des traces. Et ce fut le cas. Je n'ai retrouvé aucune trace de la maison hantée de Normandie. Je ne peux donc absolument pas vous dire ce qu'on en sait aujourd'hui. Histoire très fameuse dont je vous avais parlé, donc soyons brefs. Mais vous le savez. D'ailleurs, ce reportage-là se focalise sur la découverte du journal intime de Jack l'Éventreur. Je vais revenir sur ce que c'est.
Tout le monde connaît la série de meurtres commise en 1888. Mais en 1991, il y a eu des rebondissements. Selon Stéphane Bourgoin, interviewé. Oui, je vous l'ai déjà dit, il n'avait pas encore été démasqué à l'époque. En 1991, à Liverpool, donc, un homme du nom de Tony Devereux rencontra l'un de ses amis, Mac Barrett, et lui remit un journal intime qu'il aurait trouvé, dans lequel l'auteur disait vouloir, je cite, « tuer toutes les garces ». Tony soutint que c'était peut-être le journal de Jack l'Éventreur puisqu'il datait de la bonne époque. Quelques mois après, Tony mourut d'une crise cardiaque. Mike Barrett resta seul avec le journal intime, le lut, et apprit que l'auteur était un certain James Maybrick. En analysant l'encre et le papier, on ne trouva rien de concluant, si ce n'est que l'ensemble semblait bien dater de 1888. À un moment, on cite une boîte métallique oubliée sur l'emplacement d'un des meurtres par James Maybrick. Or, le détail n'était pas connu en 1888 s'il avait s'agi de l'œuvre d'un faussaire. Le grand public n'a connu l'histoire de la boîte métallique qu'en 1987, quand le détail fut cité dans un livre. Mais ça ne figurait dans aucun article de l'époque. Pour autant, les spécialistes ne trouvaient pas tout ça très concluant. Quand James Maybrick dit où il a déposé le sein d'une de ses victimes, cela ne concorde pas avec les témoignages. Quand on demanda plus de détails à Mac Barrett, celui-ci ne fut pas capable de se rappeler les circonstances exactes dans lesquelles le journal avait été trouvé. Qu'en dire de plus aujourd'hui? Eh bien, je vous renvoie vers ma vidéo, ce soi-disant journal de Jack l'Éventreur, qui indiquerait que l'identité donc du tueur était celle de James Maybrick, a largement été prouvé depuis comme étant un canular. Un homme du nom de Bernard Arraquin disait qu'à l'âge de 9 ans, il se voyait marcher dans un long couloir comme s'il était somnambule, sauf qu'il ne l'était pas. Il paraît que c'était les prémices d'un talent qu'il avait pour les voyages astraux. Selon une chercheuse, Claude Kapler, c'est une expérience dite énergétique, qui est connue depuis bien longtemps mais que peu de gens maîtrisent. Bernard dira qu'il avait vraiment commencé à maîtriser le phénomène alors qu'il était en voyage à New Delhi. Sa petite amie Alice, elle, était encore en France. Mais Bernard se brancha, c'est ce qu'il dit, sur Alice pendant qu'il était en train de s'endormir. Et Alice avait senti sa présence. Bernard, lui, avait parfaitement reconnu son appartement, s'était vu flotter au-dessus de leur lit. Est-ce qu'il s'était dédoublé astralement pour aller jusqu'auprès d'Alice? La mère de Bernard tombera gravement malade après. Pour oublier cette triste réalité, Bernard Arraquin essayait de se soulager en faisant des voyages astraux. Mais ce ne fut pas un soulagement, bien au contraire. Il se vit enfermé dans une souffrance atroce, comme s'il était un prisonnier de ses défauts. En se réveillant, il comprit qu'il avait en fait voyagé dans ce qu'on appelle le bas astral. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas envie d'y aller. Il y a une ressemblance avec l'enfer, à mon avis. Quand sa mère mourut, Bernard, en dédoublement astral, la vit comme une forme lumineuse près de lui. Puis elle s'en alla. Mais Bernard ne put la suivre, même si, de son témoignage, il la vit monter au ciel. Certains disent que ces mondes ne sont pas réels, mais complètement mentaux. Donc on fera en fait une projection mentale plutôt qu'une projection astrale à proprement parler. En plateau, un psychothérapeute dit que tout ceci, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on n'a pas de preuve justement, pourrait aussi bien être imaginaire. On peut le voir sans forcément le croire.
Et puis, ça peut être dangereux parce que on peut devenir complètement accro à cette pratique. Qu'en dire de plus aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas si Bernard Raquin a continué à faire des voyages astro. Je sais seulement qu'il a écrit des livres sur l'auto-hypnose et les vies antérieures depuis. Et à part ça, est-ce qu'on peut vraiment se projeter astralement? Eh bien, je l'ignore. Ce n'est pas une chose que j'ai cherché à faire.